Donc, je vais vous présenter en effet les résultats du projet Viti Actif, financé par la région Centre et Interloire et en partenariat avec le laboratoire BBV de l'Université de Tours qui nous a bien aidés sur ces travaux-là. Donc, l'objectif principal du projet, c'était poursuivre les travaux qui avaient été déjà faits dans le projet ActiSarm, donc utiliser les polyphénols de sarment contre le mildiou, valoriser les résultats et avoir un travail réglementaire pour inscrire les extraits de sarment en substance de base. Et un gros travail a été fait sur l'optimisation de l'efficacité de l'extrait, parce qu'on est parti sur ActiSarm avec un extrait de co, et on s'est rendu compte que ce n'était pas forcément le meilleur candidat. Donc, on a travaillé sur le sourcing des sarments, parce qu'ActiSarm nous a donné des éléments intéressants, en particulier sur la connaissance des facteurs qui influençaient la concentration en polyphénol dans les sarments. Donc, on savait que l'âge de la parcelle jouait, les stress biotiques subis par la parcelle pendant cette période végétative était aussi un facteur très important et augmentait la concentration en polyphénol, et aussi le cépage. Donc, on s'est dit, OK, l'extrait qu'on a utilisé dans ActiSarm ne fonctionnait pas trop mal, mais on peut sûrement optimiser son efficacité en choisissant un cépage qui est beaucoup plus concentré en polyphénol. Donc, on est passé par des méthodologies in vitro pour éviter d'avoir un trop grand nombre d'extraits à tester. Donc, on en a testé 12 en in vitro pour revenir, et on a gardé le meilleur pour passer au plein champ. Et on a validé ça en plein champ sur 3 campagnes. Donc, à la base, donc vous voyez là les cépages qui ont été testés dans ActiSarm. Donc, on a pris des sarments qui avaient poussé au lycée viticole. Quand on regarde la métabolomique, donc en fait, le profil polyphénolique, la répartition et la concentration des polyphénols, le thésard du BBV s'était rendu compte que ça matchait bien avec la génomique, donc le patrimoine génétique de chacun de ces cépages, et leur pédigré, donc les croisements qui ont donné ces cépages-là. Donc, on s'est dit qu'il y avait un gros boulot à faire qui était intéressant parce que c'était vraiment très bien corrélé entre les profils polyphénoliques et la génétique. Donc, il y avait sûrement quelque chose à faire pour trouver un cépage très concentré en polyphénol assez facilement grâce à la génétique. Donc, on est allé pour ça à Marseillan. Donc, on remercie l'INRA qui nous a donné accès à ce conservatoire-là. Donc, c'est un conservatoire dans le sud de la France où il y a plus de 2000 cépages qui poussent sur un même terrain. Donc, on s'affranchit des effets climatiques et des effets de l'année parce qu'ils poussent tous dans le même contexte. On n'a pas testé les 2000, mais on en a choisi 44 répartis, représentatifs de la diversité génétique. Donc, vous voyez sur, je ne sais pas si vous voyez la souris, mais le premier diagramme, donc les 44 cépages qui ont été sélectionnés, tous ont été dosés pour voir la concentration en polyphénol. Et vous voyez sur le graphique qui est tout à droite, on a vraiment des écarts qui vont on peut avoir jusqu'à 8 fois plus de polyphénols dans certains cépages que dans d'autres. Donc, nous, on avait pris le coup pour ActiSarm, mais au final, on s'est rendu compte que ce n'était pas forcément le bon candidat. Il y avait d'autres cépages, dont le Cabernet Franc ou le Savagnin, qui étaient intéressants. Donc, on a choisi d'utiliser le Savagnin parce que c'était un cépage plus intéressant que le Cabernet Franc et en plus avec des surfaces plantées assez importantes. Donc, on a récupéré 600 kg de sarment de Savagnin pour extraire un nouvel extrait et le tester en in vitro. On a fait aussi sur d'autres cépages. Donc là, vous voyez extrait 1 à extrait 12, c'est 12 cépages qui ont été testés en in vitro. Ils ont tous des efficacités assez intéressantes, avec quelques différences quand même, et le Savagnin qui est tout à droite avec une efficacité supérieure à 90%. Donc vous voyez à droite quelques photos pour illustrer. Je ne sais pas si ça passe bien la visio, mais sur le TNT, on voit quelques spots de mildiou. En référence, on avait pris un produit de synthèse polyérable, donc vous voyez qu'il n'y a pas du tout de mildiou. Sur la photo en bas à gauche, quelques taches donc, qui correspondent à l'extrait 5. Donc vous voyez qu'il y a quand même quelques taches de mildiou qui ont réussi à se développer. Et à droite, une photo de la boîte de pétri où c'était l'extrait de Savagnin, où on n'avait vraiment aucun mildiou qui se développait. Sur toutes les répétitions qui ont été mises en place, il y a eu quelques tâches très faibles. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a une efficacité supérieure à 90%.
On a validé ça en plein champ, donc sur une parcelle du lycée viticole d'Amboise, qu'on a découpé en parcelles élémentaires avec plusieurs répétitions. On a appliqué le produit de la même manière qu'un produit phytosanitaire classique. Et on voit là les résultats des comptages au 20 juillet sur feuilles. Donc, une fréquence d'attaque sur le témoin non traité qui est à 25% et moins de 10% pour la bouillie bordelaise, l'extrait purifié et X, c'est un autre extrait de polyphénol qu'on testait dans ce cadre-là. C'était l'extrait Actisarm. Donc, en début de saison, bonne efficacité. Et sur le graphique de droite, c'est le mildiou sur feuille, mais au 21 août, donc en fin de saison. Donc là, on voit bien que sur le témoin non traité, c'est au-dessus de 70%. La bouillie bordelaise se comporte bien avec un peu moins de 15% de fréquence de feuilles attaquées. Et l'extrait purifié décroche en cours de saison. Donc, jusqu'à juillet, ça allait, mais les contaminations qui ont eu lieu après dans la saison n'ont pas été inhibées ou jugulées par l'extrait de polyphénol vitiactif. Mais dans tous les cas, on avait une efficacité toujours intéressante et du coup, qui était intéressante pour l'inclure dans un programme de traitement, ce qui nous a permis d'avoir de bonnes efficacités. C'est plusieurs années d'expé, hein, parce qu'on a dû adapter les règles de décision. On a réfléchi par rapport à la méthodologie d'application et aux règles de décision pour le renouvellement. On sait que c'est un extrait qui est sensible aux UV, donc une application en amont des contaminations. En utilisant le modèle potentiel système, on pouvait traiter dans l'idéal la veille des pluies contaminatrices. Par contre, on a oublié le principe des produits de contact qui veut que 20 mm lessive le produit et qu'on soit obligé de le renouveler. Là, la règle, c'était si la dernière application a plus de 7 jours et qu'il y a des contaminations qui sont simulées par potentiel système, on renouvelle le produit même s'il n'a pas plu. Donc, c'est quelque chose qui étonne un peu, mais c'est quand les UV dégradent le produit à la surface des feuilles. Donc, on a besoin en gros de le renouveler tous les 7 jours, parce qu'au bout de 7 jours, il est totalement dégradé. Ou un peu plus si les pluies contaminatrices sont un peu plus loin dans le temps. Mais on regarde surtout le temps en termes de nombre de jours et pas la pluviométrie pour le renouvellement. Et on a augmenté la dose en in vitro x 4, donc on est passé de 2 grammes par litre à 8 grammes par litre d'extrait. Pour la validation en plein champ, on a voulu ensuite faire un essai stratégie, donc se dire, bon, l'extrait est efficace, on connaît ses limites. En cas de forte contamination, il risque d'être mis à mal et nous, on risque d'observer des contaminations de mildiou par la suite. Donc, on s'est dit, on met l'extrait de polyphénol à part s'il y a un risque fort ou très fort selon la modélisation. Donc, c'est le calendrier qui est présenté en bas. Donc, vous voyez avec trois applications des extraits, que ce soit Actisarm ou Vitiactif. Là, c'était des risques modélisés forts. Donc, du coup, on est passé avec 2 passages de produits de synthèse et ensuite, on est revenu avec les produits de biocontrôle. Donc, c'était ce qui était prévu en dernière année, en 2019. Malheureusement, la pression a été trop faible. Donc, on a vraiment très peu de tâches de mildiou et les résultats ne sont pas exploitables. On n'a pas pu valider ce principe-là, mais c'est quelque chose qui est fait en général de façon assez récurrente avec d'autres produits de biocontrôle. Quand on connaît leurs limites et qu'on sait qu'ils ont une efficacité de 80, 70, 80% en plein champ, on les met seuls quand ils sont suffisants. On fait entre guillemets le dos rond avec d'autres produits quand nécessaire et ensuite on peut revenir avec des produits de biocontrôle. On a également travaillé sur le mode d'action avec VG Police Vallée. Donc, on a utilisé les cartes FTA qui sont issues d'un projet INRA à l'époque. L'idée, c'est de prélever les feuilles, les broyer, comme vous voyez sur la deuxième photo, récupérer la sève de ces feuilles, les mettre sur une carte pour l'envoyer au laboratoire VG Police Vallée, qui va ensuite extraire les ARN. Et en comparaison avec le témoin non traité ou avec d'autres modalités, on peut, grâce à cette technique-là, voir si les gènes codants pour les protéines PR sont surexprimés ou non. Donc, les protéines PR, c'est les protéines de la réponse de la plante à une agression, à un stress biotique. Donc, voir si la stimulation des défenses de la plante était activée.
Je vais vous commenter rapidement ces tableaux parce qu'ils sont assez complexes quand on y regarde du premier abord, mais c'est assez simple. Vous avez sur le tableau de gauche PR1, PR2, PR5 jusqu'à PR15, c'est toutes les protéines PR qui sont identifiées, et dans les lignes, les produits qu'on a testés. Donc, vous voyez que le témoin non traité, on reste sur des valeurs entre moins 0,5 et 0,5, donc c'est le bruit de fond classique. Et vous voyez que sur Acticerm et Vitiactif, on a quelques protéines qui sont vraiment surexprimées. Quand on regarde le tableau de droite où c'est exprimé différemment, on voit que, en gros, il y a certaines protéines qui sont 2 à 3 fois plus exprimées par la plante qui a reçu les extraits de sarment. Donc, il y a un effet direct sur le pathogène, mais aussi un effet de stimulateur des défenses des plantes. Les perspectives sur ces projets-là. Il y a un projet qui a commencé avec l'Université de Tours, Terrena et Indena et la Chinonnette pour la partie récupération des sarments, où l'idée, voilà, c'est d'avoir récupéré les boîtes de taille, les extraire, en faire un produit de biocontrôle. Donc, il y a toujours de la recherche qui est menée sur cette thématique-là. Mais il y a quand même un hic, malgré un gros travail de l'ITAB pour la partie réglementaire. Donc, il y a un dossier qui a été déposé en 2016, il me semble, déposé à la Commission européenne pour l'inscription en substance de base des tanins, enfin des extraits de sarment de Vitis vinifera. Il y a eu plusieurs allers-retours entre la Commission européenne, l'ITAB qui portait le projet, le BBV pour avoir des données supplémentaires. Et on a eu la réponse négative en début d'année 2020. Donc, les tanins de sarment ne sont pas approuvés en substance de base. Donc, il y a encore un gros frein réglementaire sur ce sujet-là. Donc, en conclusion, la preuve d'efficacité est faite. On sait même faire un peu mieux. Donc, en prenant le bon cépage et la bonne parcelle, on arrive à avoir des extraits qui sont très concentrés en polyphénol et avoir une efficacité sur le mildiou qui est prouvée. Malheureusement, l'obstacle réglementaire est toujours présent. Donc là, il y a un gros boulot à faire parce que légalement, tant qu'il n'y a pas d'instruction de base ou une autorisation de mise sur le marché, l'application de ce genre de produit n'est pas autorisée sur les cultures. Donc, le concept est encore en cours de valorisation sur d'autres projets avec des partenaires industriels qui s'intéressent de près à cette thématique-là quand même. Donc, ça va peut-être donner un second souffle et une aide supplémentaire pour l'obstacle de la réglementation. Mais au final, ce projet-là est quand même assez représentatif des difficultés qu'on peut avoir sur l'expérimentation des produits de biocontrôle et aussi sur la réglementation qui n'aide pas forcément à la mise à disposition rapide de ce genre de produits aux viticulteurs. Et merci de votre attention. S'il y a des questions, c'est Étienne qui va œuvrer. Merci Guillaume. Donc Étienne, as-tu des questions pour Guillaume? Oui, merci Guillaume. Tu as indiqué que les extraits étaient sensibles aux UV, et donc il fallait les renouveler. Dans un éventuel produit, et là il va y avoir deux questions en une, c'est déjà est-ce qu'on peut espérer un produit? Tu as parlé de la réglementation, mais on voit que tu es en lien aussi avec des industriels, voilà. Donc, est-ce qu'on a une idée de quand on pourra avoir un produit, puisque ça semble efficace, tant du point de vue on va dire, de la réglementation que de la faisabilité technique. Et puis, si sur ce produit, est-ce qu'il est possible, du coup, avec un adjuvant ou autre, de limiter la sensibilité aux UV notamment? Ouais. Alors, du coup, en termes de délai pour avoir un produit, j'avoue que comme c'est réglementaire, ça peut être… Enfin, ça se compte en années dans tous les cas, mais je ne sais pas si ce sera 2 ou 4. Ça va dépendre aussi de la force de frappe des industriels qui s'emparent du sujet. S'ils décident de mettre le paquet en termes d'homologation et de ne pas passer par une substance de base, mais par une homologation en produit classique, bon, ça coûte plusieurs centaines de milliers d'euros, donc c'est pour ça que ça peut être compliqué, mais ça peut être un peu plus rapide.
Et après, la formulation, donc ça, c'est un vrai métier à part, mais c'est des compétences qui sont maîtrisées chez les industriels. Donc, en effet, on peut espérer avoir un produit avec soit un adjuvant, soit une formulation, soit une petite modification sur l'extrait qui permettrait de limiter un peu sa sensibilité aux UV. Et Ouais, ça, c'est dans des sujets très complexes, mais les réponses vont surtout dépendre de la force de frappe des industriels qui s'intéressent au projet. Ok, ouais. Parce que si on limite du coup la sensibilité aux UV, on peut penser qu'on pourra en mettre forcément un peu moins, ou en tout cas des cadences un peu moins, enfin déjà que ce soit peut-être plus efficace et ou réduire les cadences. Et du coup, donc, si on a bien compris, c'est soit ça coûte pas cher en gros à développer si c'est reconnu comme substance de base, ou sinon, dans ce cas-là, il faut passer par le développement classique d'un produit avec AMM, et là, ça coûte beaucoup plus cher. Et donc, j'ai une question sur l'argument de l'Agence européenne pour refuser justement cette classification en substance de base. C'est la toxicité, c'est le risque environnemental. Est-ce qu'il y a une réponse, Ouais. en fait? On sait pourquoi ils ont refusé. C'est comme l'extrait était quand même bien connu et que le BBV avait toutes les HPLC, donc la concentration de chaque polyphénol de façon très précise. Le dossier était très complet, mais peut-être un peu trop complet niveau biochimique. Et après, les experts de la Commission européenne ont repéré qu'il y avait un polyphénol dans le tas qui, dans la littérature en biochimie, pouvait avoir un effet sur les femmes enceintes. Donc, du coup, pour eux, c'était nécessaire c'était suffisant pour refuser l'inscription en substance de base. Donc, l'ITAB, après, a argumenté en disant que le vinaigre et la bière étaient autorisés en substance de base et que dans la bière, il y avait de l'alcool. Et ça, on était sûr que pour les femmes enceintes, ce n'était pas bon. Mais le retour de la Commission européenne était non, mais tant qu'on n'aura pas une étude complémentaire qui prouve que tel polyphénol présent dans votre extrait n'a pas d'effet sur les femmes enceintes, on ne pourra pas bouger de position. Sauf que voilà, c'est des études qui coûtent aussi très cher et qui sont très longues. Donc, on n'avait pas la capacité de faire ce genre d'études. Donc, c'est peut-être pour ça qu'au final, si on nous demande des analyses complémentaires et que ça coûte cher, peut-être qu'à la rigueur, passer en homologation de produits classiques, ce sera peut-être la bonne stratégie, mais ça coûte cher, donc il faut forcément un industriel intéressé qui est prêt à payer toutes ces études. Et du coup, ça changerait la classification à la fin du produit? Alors, il serait autorisé. La seule nuance qu'il y aurait, c'est que l'idée de l'inscrire en substance de base, c'est que les viticulteurs auraient pu faire cet extrait eux-mêmes avec une recette assez simple d'un mélange d'eau et d'éthanol et de chauffer un petit peu avec des sarments broyés. Si c'est une AMM, ce sera un bidon ou un sachet de produits vendus. Donc, ça passe par l'intermédiaire d'un industriel. Ça perd un peu de ce côté où les viticulteurs auraient pu le faire soit en coopérative ou soit à plusieurs, mais auraient pu le faire eux-mêmes avec leurs propres sarments. Surtout qu'on a vu que le Cabernet Franc était un cépage qui n'était pas inintéressant en termes de concentration en polyphénol. Donc, c'est un cépage qu'on trouve pas mal ici. Ça aurait été un bon candidat. Ça aurait été possible assez facilement. Mais voilà, si ça passe en AMM, ce sera pas possible. Ce sera forcément un achat de bidon ou de sachet. Alors, il sera reconnu en biocontrôle parce que c'est des molécules d'origine végétale, mais il sera un produit phytosanitaire avec une AMM, etc.